Votre goût a servi de règle à mon ouvrage. J'ai tenté les moyens d'acquérir son suffrage. Vous voulez qu'on évite un soin trop curieux et des vains ornements les fort ambitieux. Je le veux comme vous. Cet effort ne peut plaire. Un auteur gâte tout quand il veut trop bien faire. Non qu'il faille bannir certains traits délicats. Vous les aimez ces traits, et je ne les hais pas. Quant au principal but qu'Ésope se propose, j'y tombe au moins mal que je puisse. Enfin, si dans ces vers je ne plais et n'instruis, il ne tient pas à moi. C'est toujours quelque chose. Comme la force est un point dont je ne me pique point, je tâche d'y tourner le vice en ridicule, ne pouvant l'attaquer avec des bras d'Hercule. C'est là tout mon talent. Je ne sais s'il suffit. Tantôt je peins en un récit la sotte vanité jointe avec l'envie, de pivot sur qui roule aujourd'hui notre vie. Tel est ce chétif animal qui voulut en grosseur au bœuf se rendre égal. J'oppose quelquefois par une double image le vice à la vertu, la sottise au bon sens, les agneaux au loup ravissant, la mouche à la fourmi, faisant de cet ouvrage une ample comédie à 100 actes divers, et dont la scène est l'univers. Hommes, dieux, animaux, tout y fait quelque rôle, Jupiter comme un autre. Introduisons celui qui porte de sa part aux belles la parole. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Un bûcheron perdit son gagne-pain. C'est sa cognée. Et la cherchant au vain, se fait pitié là-dessus de l'entendre. Il n'avait pas des outils à revendre. Sur celui-ci roulait tout son avoir. Ne sachant donc où mettre son espoir, sa face était de pleurs toute baignée. « Oh ma cognée, oh ma pauvre cognée !» s'écriait-il. « Jupiter, rends-la-moi, je tiendrai l'être encore un coup de toi. » Sa plainte fut de l'Olympe entendue. Mercure revient. « Elle n'est pas perdue, lui dit ce dieu. La connaîtras-tu bien? Je crois l'avoir près d'ici rencontrée. » L'or et le d'or à l'homme étant montré, il répondit « Je n'y demande rien. » L'une d'argent succède à la première. Il la refuse. On fait une de bois. Voilà, dit-il, la mienne cette fois. Je suis content si j'ai cette dernière. Tu les auras, dit le dieu, toutes trois. Ta bonne foi sera récompensée. En ce cas-là, je les prendrai, dit-il. L'histoire en est aussitôt dispersée. Les Boquillons ont de perdre leur outil et de crier pour se le faire rendre. Le roi des dieux ne sait auquel entendre. Son fils Mercure au criard vient encore. À chacun d'eux il en montre une d'or. Chacun crut passer pour une bête, de ne pas dire aussitôt « La voilà !» Mercure, au lieu de donner celle-là, leur en décharge un gros coup sur la tête. Ne point mentir, être content du sien, c'est le plus sûr. Cependant, on s'occupe à dire faux pour attraper du bien. Que sert cela? Jupiter n'est pas dupe. Fin de la fable 1, le bûcheron et Mercure. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le pot de fer proposa au pot de terre un voyage. Celui-ci s'en excusa, disant qu'il y ferait que sage de garder le point du feu, car il lui fallait si peu que la moindre chose de son débris se repose. Il n'en reviendrait morceau. Pour vous, dit-il, dont la peau est plus dure que la mienne, je ne vois rien qui vous tienne. Nous vous mettrons à couvert, repartit le pot de fer. Si quelque matière dure vous menace d'aventure, entre deux je passerai et du coup vous sauverai. Cette offre le persuade. Pot de fer, son camarade, se met droit à ses côtés. Mes gens s'en vont à 3 pieds, clopin, clopant,
comme ils peuvent, l'un contre l'autre jetés au moindre hoquet qu'ils trouvent. Le pot de terre en souffre. Il n'y pas fait 100 pas, que par son compagnon il fut mis en éclat, sans qu'il eût lieu de se plaindre. Ne nous associons qu'avec nos égaux, ou bien il nous faudra craindre le destin d'un de ces pots. Fin de la fable 2, le pot de terre et le pot de fer. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie. Mais le lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie, car de le rattraper, il n'est pas trop certain. Un carpeau, qui n'était encore que fretin, fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. Tout fait nombre, dit l'homme en voyant son butin. Voilà commencement de chair et de festin. Mettons-le en notre gibecière. Le petit carpillon lui dit en sa manière: que ferez-vous de moi? Je ne saurais fournir au plus qu'une demi-bouchée. Laissez-moi, carpe, devenir. Je serai par vos repêchés. Quelque gros partisan m'achètera bien cher. Au lieu qu'il vous en faut chercher, peut-être encore 100 de ma taille, pour faire un plat. Quel plat? Croyez-moi, rien qui vaille. Rien qui vaille? Eh bien, soit, répartit le pêcheur. Poisson, mon bel ami, qui faites le prêcheur, vous irez dans la poêle. Et vous avez beau dire, dès ce soir, on vous fera frire. Un tien vaut, se dit-on, mieux que deux tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. Fin de la fable. Quoi? Le petit poisson et le pêcheur. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les oreilles du lièvre. Fable 4 des Fables de La Fontaine, livre 5e. Enregistré pour LibriVox.org par Mélanie. Un animal cornu blessa de quelques coups le lion qui, plein de courroux, pour ne plus tomber en la peine, bénit des lieux de son domaine, toute bête portant des cornes à son front. Chèvres, béliers, taureaux, aussitôt délogèrent. Daims et cerfs de climat changèrent. Chacun à son aller fut prompt. Un lièvre, apercevant l'ombre de ses oreilles, craignit que quelque inquisiteur n'allât interpréter à cornes leur longueur, ne les soutint en tout à des cornes pareilles. Adieu, voisin grillon, dit-il, je pars d'ici. Mes oreilles enfin seraient cornes aussi, et quand je les aurai plus courtes que l'autruche, je craindrai même encore. Le grillon repartit. Cornes, cela? Vous me prenez pour couche? Ce sont oreilles que Dieu fit. On les fera passer pour cornes, dit l'animal craintif, et cornes de licorne. J'aurais beau protester, mon dire et mes raisons iront aux petites maisons. Fin de la fable 4, les oreilles du lièvre. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Renard de lapin, sentant son renard d'une lieue, fut enfin au piège attrapé. Par grand hasard en étant échappé, non pas franc, car pour gage il y laissa sa queue. S'étant, dis-je, sauvé sans queue, et tout honteux, pour avoir des pareils, comme il était habile, un jour que les renards tenaient conseil entre eux, que faisons-nous, dit-il, de ce poids inutile, et qui va balayant tous les sentiers fangeux? Que nous sert cette queue? Il faut qu'on se la coupe. Si l'on me croit, chacun s'y résoudra. Votre avis est fort bon, dit quelqu'un de la troupe. Mais tournez-vous de grâce, et l'on vous répondra. À ces mots,
Il se fit une telle huée que le pauvre écourté ne put être entendu. Prétendre ôter la queue eût été temps perdu. La mode en fut continuée. Fin de la fable 5, le renard ayant la queue coupée. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Il était une vieille ayant 2 chambrières. Elle filait si bien que les sœurs filant bien ne faisaient que brouiller au prix de celle-ci. La vieille n'avait point de plus pressant souci que de distribuer aux servantes leurs tâches dès que Téti chassait Phébus au crin doré. Tous entraient en jeu, fuseaux étaient tirés, de ça, de là, vous en aurez, point de cesse, point de relâche. Dès que l'aurore, dis-je, son char remontait, un misérable coq à point nommé chantait. Aussitôt notre vieille, encore plus misérable, s'affublait d'un jupon crasseux et détestable. Elle y mettait une lampe et courait droit au lit où, de tout leur pouvoir, de tout leur appétit, dormaient les 2 pauvres servantes. L'une en trouvait un œil, l'autre étendait un bras, et toutes 2, très malcontentes, disaient entre leurs dents « Maudit coq, tu mourras !» Comme elle l'avait dit, la bête fut grippée. Le réveil matin eut la gorge coupée. Ce meurtre n'amenda nullement leur marché. Notre couple, au contraire, à peine était couché que la vieille, craignant de laisser passer l'heure, courait comme un lutin par toute sa demeure. C'est ainsi que, le plus souvent, quand on pense sortir d'une mauvaise affaire, on s'enfonce encore plus avant. Témoin ce couple et son salaire. La vieille, au lieu du coq, les fit tomber par là, de Charybde dans Scylla. Fin de la fable 6, la vieille et les 2 servantes. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Au fond d'un antre sauvage, un satyre et ses enfants allaient manger leur potage et prendre l'écuelle aux dents. On les eut vus sur la mousse, lui, sa femme et maintes petits. Ils n'avaient tapis ni housse, mais tous fort bon appétit. Pour se sauver de la pluie, entre un passant morfondu. Au bois, on le convie. Il n'était pas attendu. Son hôte n'eut pas la peine de le se mordre 2 fois. D'abord, avec son haleine, il se réchauffe les doigts. Puis, sur le mets qu'on lui donne, délicat, il souffle aussi. Le satyre s'en étonne. Notre hôte, à quoi bon ceci? L'un refroidit mon potage, l'autre réchauffe ma main. Vous pouvez, dit le sauvage, reprendre votre chemin. Ne plaise au Dieu que je couche avec vous sous même toit. Arrière ce dont la bouche souffre le chaud et le froid. Fin de la fable 7, le satyre et le passant. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Un certain loup, dans la saison que les tièdes zéphyrs ont l'herbe rajeunie, et que les animaux quittent tous la maison pour s'en aller chercher leur vie, un loup, dis-je, au sortir des rigueurs de l'hiver, aperçut un cheval qu'on avait mis au vert. Je laisse à penser quelle joie. Bonne chasse, dit-il, qu'il aura été son croc. Et connais-tu mouton, car tu me serais oc. Au lieu qu'il faut ruser pour avoir cette proie. Rusons donc. Ainsi dit, il vient à pas compter, ce dit écolier d'Hippocrate, qui connaît les vertus et les propriétés de tous les simples de ses prés, qui se guérit, sans qui se flatte toutes sortes de mots.
Si donc coursier voulait ne point sceller sa maladie, lui nous gratis le guérirait. Car le voir en cette prairie, d'être ainsi sans être lié, témoignait quelque mal selon la médecine. J'ai, dit la bête chevaline, une aposthume sous le pied. Mon fils, dit le docteur, il n'est point de partie susceptible de tant de mots. J'ai l'honneur de servir nos seigneurs les chevaux et fait aussi la chirurgie. Mon galant ne songeait qu'à bien prendre son temps, afin de happer son malade. L'autre qui s'en doutait lui lâche une ruade qui vous lui met en marmelade les mandibules et les dents. C'est bien fait, dit Loulou en soi-même fort triste. Chacun a son métier, doit toujours s'attacher. Tu veux faire ici l'arboriste et ne fus jamais que boucher. Fin de la fable 8, le cheval et le loup. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait lutte, creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ, de ça, de là, partout. Si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet, mais le père fut sage de leur montrer, avant sa mort, que le travail est un trésor. Fin de la fable 9, le laboureur et ses enfants. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Qu'elle accoucherait sans faute d'une cité plus grosse que Paris. Elle accoucha d'une souris. Quand je songe à cette fable, dont le récit est menteur et le sens est véritable, je me figure un auteur qui dit « Je chanterai la guerre que firent les titans au maître du tonnerre. » C'est promettre beaucoup. Mais qu'en sort-il souvent? Du vent. Fin de la fable 10, la montagne qui accouche. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La fortune et le jeune enfant. Fable 11 des Fables de La Fontaine, livre 5e. Enregistré pour LibriVox.org par Mélanie. Sur le bord d'un puits très profond, dormait, étendu de son eau, un enfant alors dans ses classes. Tout est aux écoliers, couchettes et matelas. Un honnête homme, pareil cas, aurait fait un saut de 20 brasses. Près de là, tout heureusement, la fortune passa, l'éveilla doucement, lui disant « Mon mignon, je vous sauve la vie. Soyez une autre fois plus sage, je vous prie. Si vous fussiez tombé, l'eau s'en fut prise à moi. Cependant, c'était votre faute. Je vous demande, en bonne foi, si cette imprudence si haute provient de mon caprice. » Elle part ces mots. Pour moi, j'approuve son propos. Il n'arrive rien dans le monde qu'il ne faille qu'elle en réponde. Nous la faisons de tous écho. Elle est prise à garant de toutes aventures. Et ton sot, étourdi, prend ton mal ses mesures, ou pense en être quitte en accusant son sort. Bref, la fortune a toujours tort. Fin de la fable 11, la fortune et le jeune enfant. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le médecin, tant pis, allait voir un malade, que visitait aussi son confrère, tant mieux. Ce dernier espérait,
quoique son camarade, soutint que le gisant, irait voir ses aïeux. Tous deux s'étant trouvés différents pour la cure, leur malade paya le tribut à nature, après qu'en ce conseil, tant pis eût été cru. Il triomphait encore sur cette maladie. L'un disait, « Il est mort, je l'avais bien prévu. » S'il me crut, disait l'autre, il serait plein de vie. Fin de la fable 12, les médecins. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Je ne veux pour le témoigner que celui dont la poule, à ce que dit la fable, pondait tous les jours un œuf d'or. Il crut que dans son corps elle avait un trésor. Il la tua, l'ouvrit, et la trouva semblable à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien. C'est en lui-même ôté le plus beau de son bien. Belle leçon pour les gens chiches. Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vu qui du soir au matin sont pauvres devenus, pour vouloir trop tôt être riches. Fin de la fable 13, la poule aux œufs d'or. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Un baudet, chargé de reliques, s'imagina qu'on l'adorait. Dans ce pensée, il se carrait, recevant comme le sien l'encens et les cantiques. Quelqu'un vit l'erreur et lui dit, « Maître Baudet, ôtez-vous de l'esprit une vanité si folle. Ce n'est pas vous, c'est l'idole à qui cet honneur se rend, et que la gloire en est due. Des magistrats ignorants, c'est la robe qu'on salue. » Fin de la fable 14, l'âne portant des reliques. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Un cerf, à la faveur d'une vigne fort haute, et tel qu'on en voit en de certains climats, s'étant mis à couvert et sauvé du trépas, les veneurs pour secours croyaient leurs chiens en faute. Il les rappelle donc. Le cerf, hors de danger, broute sa bienfaitrice. Ingratitude extrême. On l'entend, on retourne, on le fait déloger, il vient mourir en ce lieu même. J'ai mérité, dit-il, ce juste châtiment. Profitez-en, ingrat. Il tombe en ce moment. La meute en fait cuver. Il lui fut inutile de pleurer au veneur à sa mort arrivée. Vraie image de ceux qui profanent les îles, qui les a conservées. Fin de la fable 15, le cerf et la vigne. Cet enregistrement fait partie du domaine public. On compte qu'un serpent, voisin d'un horloger, c'était pour l'horloger un mauvais voisinage, entra dans sa boutique et cherchant à manger, n'y rencontra au tout potage qu'une lime d'acier qui se mit à ronger. Cette lime lui dit, sans se mettre en colère, « Pauvre ignorant, et que prétends-tu faire? Tu te prends à plus dur que toi, petit serpent à tête folle. Plutôt que d'emporter de moi seulement le quart d'une obole, tu te rompras toutes les dents, je ne crains que celle du temps. » Ceci s'adresse à vous, esprit du dernier ordre, qui n'étant beau à rien, cherchez sur tout un monde. Vous tourmentez vainement. Croyez-vous que vos dents impriment leur outrage sur tant de beaux ouvrages? Ils sont pour vous des rats, d'acier, de diamants. Fin de la fable 16, le serpent et les limes. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Il ne se faut jamais moquer des misérables, car qui peut s'assurer d'être toujours heureux?
Le sage Ésope, dans ses fables, nous en donne un exemple ou deux. Celui qu'en ses vers je propose, et les siens, ce sont même chose. Le lièvre et la perdrix, concitoyens d'un champ, vivaient dans un état, se semble, assez tranquille. Quand une meute s'approchant oblige le premier à chercher un asile. Il s'enfuit dans son fort, mais les chiens en défaut, sans même en accepter Briffaut. Enfin, il se trahit lui-même par les esprits sortant de son corps échauffé. Miro, sur leur odeur ayant philosophé, conclut que c'est son lièvre, et d'une ardeur extrême, il le pousse. Et Rustaud, qui n'a jamais menti, dit que le lièvre est reparti. Le pauvre malheureux vient mourir à son gîte. La perdrix le raille et lui dit « Tu te vantais d'être si vite. Qu'as-tu fait de tes pieds ?» Au moment qu'elle rit, son tour vient. On la trouve. Elle croit que ses ailes la sauront garantir à toute extrémité. Mais la pauvrette avait compté sans le tour au cerf cruel. Fin de la fable 17, Le lièvre et la perdrix. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'aigle et le chat-huant, leur querelle cessèrent. Et furent temps qu'ils s'en passèrent. L'un jura foi de roi, l'autre foi de hibou, qu'ils ne se goberaient leur petit peu ni pro. Connaissez-vous les miens, dit l'oiseau de Minerve? Non, dit l'aigle. Tant pis, reprit le triste oiseau. Je crains en ce cas pour leur peau. C'est hasard si je les conserve. Comme vous êtes roi, vous ne considérez qui ni quoi. Rois et dieux mettent quoi qu'on leur dit, tout en même catégorie. Adieu mes nourrissons si vous les rencontrez. Peignez-les-moi, dit l'aigle, ou bien me les montrez. Je n'y toucherai de ma vie. Le hibou repartit. Mes petits sont mignons, beaux, bien faits et jolis sur tous leurs compagnons. Vous les reconnaîtrez sans peine à cette marque. N'allez pas l'oublier, retenez-la si bien que chez moi la maudite parque n'entre point par votre moyen. Il avoua qu'au hibou Dieu donna géniture, de façon qu'un beau soir qu'il était en pâture, notre aigle aperçut d'aventure, dans les coins d'une roche dure ou dans les trous d'une masure, je ne sais pas lequel des deux, de petits monstres fort hideux, rechignés, un air triste, une voix de mégère. Ces enfants ne sont pas, dit l'aigle à notre ami, pas qu'on l'est. Le galant n'en fit pas à demi. Ces repas ne sont pas repas à la légère. Le hibou, de retour, ne trouve que les pieds de ses chers nourrissons, hélas, pour toutes choses. Il se plaint, et les dieux sont par lui suppliés de punir le brigand qui de son deuil est cause. Quelqu'un lui dit alors, on n'accuse que toi, ou plutôt la commune loi qui veut qu'on trouve son semblable, beau, bien fait, et surtout aimable. Tu fis de tes enfants à l'aigle ce portrait, en avait-il le moindre trait? Fin de la fable 18, L'aigle et le hibou. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le lion dans sa tête avait une entreprise. Il tint conseil de guerre, envoya ses prévôts, fit avertir les animaux. Tous furent du dessein, chacun selon sa guise. L'éléphant devait sur son dos porter l'attirail nécessaire et combattre à son ordinaire. L'ours s'apprêtait pour les assauts. Le renard ménageait de secrètes pratiques. Et le singe amusait l'ennemi par ses tours. Renvoyez, dit quelqu'un, les ânes qui sont lourds et les lièvres sujets à des terreurs paniques.
point du tout, dit le roi. Je les vous employer. Notre troupe, sans eux, ne serait pas complète. L'âne effraiera les gens, nous servons de trompette, et le lièvre pourra nous servir de courrier. Le monarque prudent et sage, de ses moindres sujets sait tirer quelque usage, et connaît les divers talents. Il n'est rien d'inutile aux personnes de sens. Fin de la fable 19, le lion s'en allant en guerre. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Deux compagnons pressés d'argent, à leur voisin fourreur, vendirent la peau d'un ours encore vivant, mais qui tuerait bientôt, du moins à ce qu'ils dirent. C'était le roi des ours au compte de ces gens. Le marchand à sa peau devait faire fortune. Elle garantirait des froids les plus cuisants. On en pourrait fourrer plutôt de robes qu'une. D'un de nos prisait moins ses moutons que leur ours. Leur, à leur compte et non à celui de la bête. S'offrant de la livrer au plus tard dans 2 jours, ils conviennent de prix et se mettent en quête, trouvent l'ours qui s'avance et vient vers eux au trot. Voilà mes gens frappés comme d'un coup de foudre. Le marché ne tint pas, il fallut le résoudre. D'intérêt contre l'ours, on n'en dit pas un mot. L'un des 2 compagnons grimpe au faîte d'un arbre. L'autre, plus froid que n'est un marbre, se couche sur le nez, fait le mort, tient son vent, ayant quelque part ouï dire que l'ours s'acharne peu souvent sur un corps qui ne dit, ne meut, ni ne respire. Seigneur ours, comme un sot, donna dans ce panneau. Il voit ce corps gisant, le croit privé de vie. Et de peur de supercherie, le tourne, le retourne, approche son museau, flaire au passage de la laine. C'est, dit-il, un cadavre, ôtons-nous car il sent. À ces mots, l'ours s'en va dans la forêt prochaine. L'un de nos 2 marchands de son arbre descend. Court à son compagnon, lui dit que c'est merveille, qu'il n'ait eu seulement que la peur pour tout mal. Eh bien, ajouta-t-il, la peau de l'animal. Mais que t'a-t-il dit à l'oreille, car il s'approchait de bien près, te retournant avec sa serre. Il m'a dit qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours, qu'on ne l'ait mis par terre. Fin de la fable 20, l'ours et les 2 compagnons. Cet enregistrement fait partie du domaine public. De la peau du lion, l'âne s'étant vêtu, était craint partout à la ronde. Et bien qu'animal sans vertu, il faisait trembler tout le monde. Un petit bout d'oreille échappé par malheur découvrit la fourbe et l'erreur. Martin fit alors son office. Ceux qui ne savaient pas la ruse et la malice s'étonnaient de voir que Martin chassa les lions au moulin. Force gens font du bruit en France, par qui cet apologue est rendu familier. Un équipage cavalier fait les 3/4 de leur vaillance. Fin de la fable 21, l'âne vêtu de la peau d'un lion. Fin des fables de La Fontaine, livre 5e. Cet enregistrement fait partie du domaine public.